En juin 2022 a eu lieu à l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier la conférence internationale Architecture et patrimoine contemporain, réhabilitation autour de la Méditerranée. Cette conférence a été enregistrée grâce au soutien de l'Union des architectes de Méditerranée, l'UMAR, de l'École nationale supérieure d'architecture de Montpellier, l'ENSAM, et des chercheurs et des intervenants. Vous allez retrouver ci-dessous l'ensemble des modules vidéo qui vont vous permettre d'accéder à la ressource de cette conférence. Je vous souhaite un bon visionnage. Bon, quelle responsabilité maintenant. Je suis très heureuse d'être ici. Je remercie Richard Klein par ses gentilles paroles, enfin. Et je veux enfin remercier aussi l'organisation, Natalina da Costa, Laurent Duport, Sophie Goodfriend, et je suis très heureuse d'être ici avec de bons amis. C'est un grand, grand plaisir. Et je reprends les paroles de Renaud Barrès qui nous a dit qu'il a bien aimé la session d'hier, et je dirais la d'hier et celle d'aujourd'hui aussi. Vous avez fait une présentation fantastique d'un travail incroyable sur la maison et 1027. C'est absolument extraordinaire. Je ne connaissais pas avec ce détail, et donc vraiment c'est extraordinaire et très important en fait. Donc maintenant on démarre parce qu'il y a d'autres choses à faire, et donc j'ai pensé que ma contribution, et peut-être ici c'est mieux parce que je prends garde des images, c'est plus, je prends plus garde au temps, mais donc j'aimerais commencer pour dire que la Méditerranée... Oui, alors... Ah, c'est comme ça, non? Je n'arrive pas à passer. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, je vais essayer de réfléchir en tant que dernière communication sur la Méditerranée et ce qu'elle emporte aussi pour disons, le Ouest. Et je parlerai surtout sur la péninsule ibérique, l'Espagne et le Portugal, que je crois que c'est aussi important de prendre dans cette culture qu'on partage tous ensemble. Et en fait, je défends toujours l'importance de de l'ambiance, mais disons de la culture méditerranéenne pour le développement de l'architecture du mouvement moderne. Bon, je ne fais pas part du groupe qui pense que c'est une création centre-Europe. Je crois que c'est vraiment un mouvement de plus longue durée. Et donc, c'est un peu curieux de voir un Miro assez jeune ici, 1921, c'est la Masia, ou un 19e peintre portugais, aussi un peu passionné par tout... cette ambiance très chaleureuse, très inspiratrice du bassin méditerranéen. Et c'est vraiment intéressant de regarder
les actividades contemporáneas, la revue AC du groupe GATPAC de Barcelone, à la fin des années 20, début des années 30, surtout le numéro qu'il dédie à Ibiza. Bon, ils sont tous passionnés par cette architecture sans temps, peut-être sans auteur ou avec beaucoup d'auteurs et avec beaucoup de temps. Mais un regard très intéressant sur le vernaculaire. Et c'est aussi intéressant de regarder ce que Sartorius a écrit et qui a été publié sur les Quadernos d'Arquitectura. Donc l'architecture moderne a toujours existé. On peut le démontrer très facilement, ou on peut démontrer très facilement que le concept rationnel et fonctionnel de l'art, de la construction est si vieux comme le monde et qu'il est apparu, il a émergé du côté de la Méditerranée. Peut-être c'est un peu exagéré, on dit ça aux Chinois, ils disent que non, mais pour nous, ça marche. Et donc, on est ici tous ensemble pour célébrer cet amour et cette inspiration commune qui prend enfin différentes nations, pays, lieux, nations qui sont autres nations maintenant et qui peut-être au futur seront d'autres, donc disons les gens. Et un Méditerranéen, une culture méditerranéenne que j'aime bien porter aussi un petit peu à l'Atlantique. D'ailleurs, mon pays, on dit toujours que c'est enfin coincé entre l'Atlantique et la Méditerranée. Et donc c'est très curieux, par exemple, de regarder cet hôtel de Niemeyer à Funchal. Comme vous savez, Niemeyer, il a travaillé, disons, la culture sud-américaine, nord-américaine, européenne, méditerranéenne. Et je dirais que l'affirmation symbolique et fonctionnelle d'une nouvelle ère de loisirs issue du concept d'État-providence a suscité une réflexion sur la transformation territoriale et les enjeux architecturaux nés de l'enthousiasme collectif à jouir de ce nouveau droit aux vacances. Et on se souvient toujours de Front Populaire, Léon Blum, je crois que c'est la première fois qu'au monde il y a eu des vacances formellement admises. Et en 1937, le SIAM à Paris, le SIAM 5, il y est expressément la question du logement au loisir et considéré comme indispensable de reconnaître que les lieux les plus privilégiés seront choisis pour l'implantation de ces espaces de loisirs. Après la Seconde Guerre mondiale, suite à la découverte de la plage et à la massification, disons un petit peu, je me rappelle toujours du livre de Ortega y Gasset, La rébellion des masses, mais donc la découverte de la plage comme un lieu de plaisir, ces architectures de loisirs deviennent surtout associées à une vie saine. Pour la première fois, la plage et la côte sont identifiés comme des lieux de villégiature à revendiquer pour tous. Ça, c'est Elle Magazine, 1959. Bon, ils sont à Corfou. Et donc, c'est toute une nouvelle culture qui émerge. Et disons que des questions comme le paysage et la mémoire, l'identité et le patrimoine seront explorés en examinant les ensembles touristiques créés au bord de la mer dans les années 60, dans un contexte de transformation territoriale qui va arriver premièrement en Espagne et au Portugal. Et enfin, j'essaie un petit peu de situer cette péninsule au monde et entre les mers.
Et donc, ce phénomène touristique a été envisagé de manière singulière et vécu comme une réinvention des espaces de loisirs. On soutiendra que le paysage est devenu une source d'inspiration pour repenser la production architecturale et, dans une certaine mesure, exprimer les racines vernaculaires de cette architecture dans le paysage. Donc, cette trilogie, le soleil, le sable et la mer, on peut dire que le Portugal suit le boom touristique, enfin méditerranéen, grec, français, espagnol des années 60, et laisse se répéter les erreurs commises dans l'urbanisation des zones côtières espagnoles, surtout les Espagnols. Presque toute la côte ibérique a été sacrifiée aux intérêts du marché. Par conséquent, le paysage s'est vraiment transformé. Il y avait une image de la haie 1027 un peu terrible avec ces choses au-dessous. Bon. C'est vraiment une question, mais on ne va pas la résoudre aujourd'hui et je dois, allez, disons que dès la mégastructure resort au village de vacances et à la cité du tourisme, ont été créées, disons, une évolution typomorphologique de l'architecture balnéaire qui, avec le beach hotel, et ça c'est le premier beach hotel au Portugal, a contribué à la création d'un modèle pour le développement rapide de cette industrie touristique et la massification progressive du phénomène. Je me rappelle toujours d'un grand ami, Pedro Vieira da Almeida, qui disait « Ah bon, si le tourisme c'est une industrie, c'est la plus polluante de tous. » Parce que c'est aussi la pollution des âmes, dont les gens, ils vendent et ils échangent tout. Bon, peut-être le tourisme, ça a existé toujours, mais pas avec la dimension qu'on la connaît aujourd'hui. Et donc, tous les démarches et commentaires et questions que Nathalie da Costa a mentionnées au début de cette session, elles sont très vives. Le chauffement global, le climat, ou les questions territoriales, elles sont plus encore dramatiques. Le style international, dans sa version héroïque, était étroitement associé à l'essor du tourisme et au design générique de l'hôtel, incarné par le modèle américain de hôtel de luxe, disons le Holiday Inn. Cela a été illustré par Hôtel Algarve, le premier grand hôtel de luxe construit dans la très belle et réputée Praia da Rocha. C'était une plage fantastique. Elle est encore, mais c'est un peu un cauchemar y aller maintenant. Et disons que, en fait, 1961 a marqué le début de transformation majeure due à la massification croissante des vacances à la plage. Et on peut dire que dans le monde de la publicité, le Portugal était salué par des graphiques comme un lieu assurant ses loisirs. Les hôtels au bord de mer spécifiques à la plage et au site. Une évaluation historique de l'architecture ibérique de l'époque révèle le rôle surprenant joué par le travail produit dans la sauvegarde d'une tradition moderne en même temps. Donc, d'un côté, la massification, d'autre, une érudition, avec la nuance supplémentaire d'incorporer les préexistences locales audacieusement réinterprétées par l'avant-garde de l'époque. Et on peut dire que, disons, Espagne et Portugal ont présenté des parallélismes non seulement politiques. Donc nous avions des dictateurs assez pareils, le Portugal plus rural, le franquisme plus américain, on peut dire. Mais c'est très intéressant de regarder
le fait qu'en 1953, le manifeste de l'Alhambra, qui a été le résultat d'une réunion à Grenade avec beaucoup d'architectes espagnols, ont permis de rejoindre ce que Sartori parlait de la magie traditionnelle de l'art ibérique avec le chemin d'une source longtemps interrompue. Bon, c'était le temps de reprendre un nouveau élan, même dans le cadre des dictatures, et c'est très intéressant de voir comment ça s'est en fait développé. En 1951, Koderk, disons, avec sa maison Ugalde, représentait une création en toute liberté, entre courbes expressionnistes et une rationalité fonctionnelle. Koderk s'inspire de l'architecture vernaculaire pour évoquer une création remarquable, comme si le lieu, par sa topographie et ses vues, définissait la configuration de la maison, révélant, comme par magie, le génie des lieux. La conception a suivi un ordre radial. Le sol était en terrasse, reliant l'architecture du paysage et traitant les contours de hauteur et les arbres comme des données et s'adaptant au climat, à la topographie, aux vues, au caractère matériel de l'enclave. Il répondait à sa réalité et à son temps, se fondant dans une assez précise synthèse entre l'expressionnisme formel et une tradition vernaculaire organiciste. En ce sens, et je trouve ça très curieux, et je essaie de traverser l'Atlantique, les similitudes que cette maison partage avec la maison des Canoes de Oscar Niemeyer est surprenante par leur proximité avec cette création en toute liberté, quand on se rend compte que les deux œuvres sont exactement contemporaines. C'est vraiment très, très intéressant. Au Portugal, on voit avec un conceptualisme intransigeant Eduardo Anaori, qui était d'origine Tanger, donc Maroc, construire une version minimaliste d'une maison sur le littoral, disons la place la plus méditerranéenne du Portugal, qui est Rábida, mais aussi allant plus au-delà, à Porto Santo, où utilisant des systèmes modulaires préfabriqués, il a poursuivi, disons, les mêmes concepts et un peu déclarant une sorte de manifeste d'art povera qui y a adopté un système préfabriqué aussi, utilisant des éléments prêts à l'emploi assemblés sur place. En fait, à Porto Santo, un lieu assez primitif, on pourrait dire, dépourvu d'industrialisation ou même de matériaux de construction. Donc l'approche s'est faite avec un concept vraiment minimal qui a permis, par exemple, la récréation de panneaux d'osier, on va les voir, produits par les artisans locaux pour ombrager les terrasses des chambres. C'est un hôtel très intéressant. Je dois dire que la maison Koderk, que la maison des Canoes et aussi cet hôtel à Porto Santo, ils ont été restaurés et renouvelés. Cet hôtel était même reçu une ampliation très bien faite et donc c'est vraiment très inspirateur tout ça. Et bon, à la fin des années 50, on peut dire que ce moment est marqué au Portugal par un projet d'une
qualité exceptionnelle, c'est le Hôtel du Mar, de la mer, de Conceição Silva. Et c'est peut-être le début d'une nouvelle phase. C'est une œuvre d'art total dans le meilleur sens du terme, construit dans le village de pêcheurs de Sesimbra, au sud de Lisbonne. Sa construction est née de la relation qu'elle a établie avec la topographie naturelle et la population locale. L'ensemble bâti s'étendait le long d'un escarpement de 30 mètres de haut, avec des terrasses jardins successives descendant en cascade vers la mer. L'Hôtel du Mar s'est distingué de l'architecture touristique plus internationaliste et a articulé une fusion entre l'érudition moderne et la tradition locale, enfin, pour parler très brièvement. Et donc, la coordination entre le design et l'architecture des intérieurs était remarquable et il a magistralement développé une relation entre l'intérieur et l'extérieur, reliant l'environnement intérieur intime au paysage environnant et à la modulation du terrain. Enfin, je dirais que cette évocation du paysage méditerranéen est un thème que cet hôtel partage avec d'autres œuvres organiques de ce période. On est maintenant en train de, c'est pas de sauver, mais de impliquer les nouveaux propriétaires à maintenir tout l'ensemble. On espère le faire. Et donc, on a un autre hôtel du Mar, celui-là de Coderc à Palma de Majorque, aussi situé dans un ensemble très intéressant à Ilhétas. La conception du bâtiment reflète cette situation particulière en ouvrant sa façade principale vers la mer et en la fermant vers l'arrière. Le bâtiment de 8 étages, on ne dirait pas parce qu'on s'aperçoit vraiment, avec environ 160 chambres disposées le long de couloirs à changement unique en face sud-est de la direction de la mer. Sur le plan de la composition, le bâtiment a suivi la forme de son site. La conception était caractérisée par ces contrastes le plus marqués dans la disparité entre les façades avant et arrière. Et maintenant, je veux introduire la question de l'architecture dite populaire ou vernaculaire, qui continue d'être une source d'inspiration, ainsi qu'un désir d'innover, de préférence avec une sensibilité moderniste. L'enquête portugaise sur l'architecture régionale, réalisée sur le terrain en 1955, a acquis une signification culturelle et politique dans une atmosphère de plus en plus prédisposée à l'innovation et en même temps à la résistance à cet internationalisme, on peut dire, massifié, que ce soit au conservatisme officiel ou au vide du style international. En fait, l'enquête, finalement publiée en 1961 sous le nom Architecture populaire au Portugal, a contribué à développer une gamme plus riche d'accents culturels et a conduit à un réexamen et à un compromis entre la fidélité au mouvement moderne et une nouvelle prise de conscience de la réalité. Les dispositifs régulateurs du chaleur ou du froid, l'assurance d'une ventilation permanente, le recours à l'inertie des larges murs de chaux constituent en fait des éléments constructifs qui ont sa source à cette culture méditerranéenne. Les architectes sont revenus aux sources pour créer des formes et des compositions plus abstraites et
expérimentale selon des lignes organicistes ou par un rationalisme strict, dans un processus d'épuration souvent paradigmatique. Les toits sont devenus inclinés ou en tuiles ou terrasses. Un rapport étroit a été établi entre les bâtiments et le sol, et encore une fois, les fenêtres sont devenues verticales, les murs solides et les espaces clairement cloisonnés, comme dans la maison de Cadaqués, qu'on voit ici, et qui sont des maisons vernaculaires, enfin un peu occupées comme site spécifique, on peut dire. Pour les traductrices, je saute maintenant et on va à la question de Histoire et vérité. Je prends le texte de Paul Ricoeur que j'aime bien. Donc c'est un peu, on peut s'interroger sur la mémoire et lieu, les indices d'un régionalisme critique. Je crois que vous reconnaissez bien, c'est Cisa qui est à la droite, très mince au moment, après c'est Távora, après c'est Alcino Sotinho, Lage, Sérgio Fernandes et Alexandre Alves Costa. Donc ils sont tous, comme on voit, au grand symbole méditerranéen, au moins pour nous. Et on voit à l'ombre, je crois que ce sont les femmes. Ça, c'est un peu une discussion très intéressante, très intéressante. On dit qu'ils ont passé toute la nuit là-bas, donc c'était possible à ce temps-là. Donc ils ont passé la nuit et on voit encore, je crois que c'est la lune, c'est pas le soleil, c'est la lune, au Parthénon. Et c'est incroyable parce que Távora, lorsqu'il était très mal, il savait qu'il allait mourir, il disait « Ah bon, je veux seulement voir le Parthénon une autre fois ». C'est très joli ça, très très joli. Bon, le thème de la Méditerranée a joué un rôle dans l'expérimentation et je dirais ce que est devenu nommé en tant que régionalisme critique dans l'architecture, tel que ce concept a été défini par Alexandre Tsonis. Et on sait qu'après, Franck Thom va le prendre, mais c'est un grec, non, qui le définit. En architecture, le concept de régionalisme critique a gagné en popularité en tant que synthèse d'éléments universels modernes issus de la culture du bassin méditerranéen, étant que source d'une civitas et d'éléments individuels distinctifs dérivés des cultures locales. Les alternatives régionalistes critiques étaient plus qu'un mélange postmoderne de styles ethniques, mais au contraire, incorporait également des qualités conceptuelles telles que la lumière locale, la perspective et les qualités tectoniques dans le cadre architectural moderne. Réfléchissant et je cite maintenant un auteur mexicain, Octavio Paz, son livre Les Hijos del Limbo, les fils du Lim, c'est un livre de 69, et il se demande des racines profondes du passé pour enfin envisager les défis du futur. Et il dit « La modernité a été séparée du passé et fondée et forcée de bondir en avant et à un rythme qui ne permettait pas de s'enraciner, le poussant vers une survie éphémère et quotidienne. La capacité de renouvellement de la modernité dépend de son savoir-faire de retour aux origines. Dans la culture ibérique, la modernité a été réalisée comme un projet collectif qui s'inspirait au paradoxe d'être non traditionnaliste, mais pas ignorer les racines. Comme soutient Cise, l'architecture n'a pas de sens si elle n'est pas liée à la nature, à la topos, la reconnaissance d'une tradition vivante capable d'établir une véritable
éthique, disciplinaire, opératoire et au cœur de la puissante contemporanéité de l'architecture de la Méditerranée. Et je termine avec une des œuvres peut-être la plus géographique. Ce sont les piscines de Marais. Et j'aime bien cette carte. C'est une carte topographique sur laquelle Cisa a travaillé sur le sens de faire les courbes et d'adapter le territoire à recevoir l'étang pour l'eau qui vient des marais et qui revient à la mer une autre fois, tout en il a maintenu, disons, cette horizontalité très très accentuée, étant toujours contemporain. Donc c'est un peu ce que Jacques Tabé avait dit. La contemporanéité, elle est toujours avec nous. Enfin. Émergence, ce brutalisme avec un béton qui est presque une sculpture, avec ses intérieurs qu'on peut aussi prendre des sources japonaises, mondiales, on peut dire, mais c'est toujours cette intense poétique passionnante relation avec la mer que nous mène, je crois. Et si vous me permettez maintenant, je vais faire une présentation très brève de Docomomo. Et je soutiens que peut-être serait utile et puissant de faire des réseaux, même qu'informels, entre les groupes qui ont à voir avec cette mer qu'on aime, qu'on partage, qui est la source des routes, du networking, des bateaux, des gens, des nageurs, enfin. Donc, à Docomomo, on travaille sur la documentation et la conservation de l'architecture moderne et on a commencé la journée de la meilleure façon avec ce travail absolument persistant, passionnant, obsessif, monsieur, dame. Mais qu'il faut le faire. C'est la seule façon. Maintenant, il faut terminer votre thèse, non? Il faut... Ah et donc, le Docomomo a été créé il y a 30 ans en Hollande avec, je dirais, une agenda assez précise. Bon, les Hollandais, ils étaient en train de souffrir, enfin, la menace sur quelques des plus intéressantes œuvres modernes. C'était la Venelle et le Sanatorium Zonnerstal. Et donc, ça a un peu provoqué la création de ce groupe. Lorsque le Docomomo était à Lisbonne jusqu'à janvier, on travaillait avec... le support et tous ses partenaires et aussi ses membres institutionnels un peu de tout le monde. Et je peux dire que notre constitution, elle est très hollandaise, très, très bref, très synthétique, c'est très très bon. Et on a ajouté dès 1990, donc en 2014, à la conférence de Séoul, on a ajouté au terme, disons, conservation, l'idée de la réutilisation. Donc on s'est rendu compte que, enfin, 20 ans après, il faut vraiment être peut-être plus flexible et reconnaître que le patrimoine ou l'héritage, ou ce qu'on aime et on partage et on veut, enfin... que cette matérialité survit aussi, il faut l'utiliser, sinon c'est fini. Donc, Richard Klein a enfin très bien dit, en fait, les 12 ans de mon mandat, j'ai essayé de élargir notre réseau, surtout Afrique, Inde, Asie, et aussi d'accentuer
la question de la réhabilitation, si on peut utiliser ce terme. Je sais qu'en anglais, c'est surtout conservation and preservation. On a des terribles discussions. Je me rappelle toujours des derniers SIAM qu'ils ne sont pas mis d'accord pour la question de l'habitat. Et pour faire une carte d'habitat, il y avait aussi des questions linguistiques, mais c'était peut-être plus que ça. Mais en tout cas, c'était ces deux lignes, d'un côté élargir le réseau et de l'autre disséminer, arriver à un public, disons, moins érudit, parce qu'on sait qu'on n'est rien si on a le support, si on n'a pas le support de la communauté, non, de la société. Donc, des exemples de travail, c'est quelque chose qu'on a fait au Portugal. On a sélectionné quelques 10 œuvres les plus marquantes. On a fait avec un petit livre pour le grand public. On a aussi travaillé avec le Getty sur la question de l'éducation, et la prochaine conférence qui va avoir lieu à Valencia, pas Valence, c'est en France, à Valencia, le 6-9 septembre. On espère soutenir, de faire l'approbation d'une lettre, une carte de l'éducation, donc au moment qu'on est en train de préparer des Tokyo. Et donc, les conférences sont des moments très importants où on fait aussi des, comment dit-on en français, workshops, des officines, des ateliers, exactement, ateliers. Parfois avec de très bons résultats. J'ai pas le temps pour aller tout ça, mais c'est très bon. Aussi, on a démarré en 2014 avec une exposition virtuelle. C'est une application pour les mobiles, les téléphones cellulaires. Je ne sais pas comment on dit en français, mais vous comprenez mon français, c'est un peu rare parfois. Mais donc l'idée qu'on pourrait avoir une application, on est, je sais pas, en Tunisie, et on va voir donc au moment en Tunisie qu'est-ce qu'il y a, et avec des fiches très rapide, donc il faut avoir quelque chose en Tunisie, j'espère. Ce sont des fiches très très simples, et aussi on publie toujours 2 fois par an le Docomomo Journal. J'ai essayé de faire un programme thématique, d'approcher des questions plus conceptuelles, parfois des lieux, par exemple la célébration de Brasilia. On a fait un numéro dédié à Le Corbusier au moment où la série Patrimoine mondial était encore un peu interrogée. Et après, on a fait aussi sur Louis Kahn et Misonero, je crois, mais des thèmes très variés, et les plus récents, donc qui a tous à voir avec ce que j'ai un peu parlé, donc ces architectures de la massification du soleil, mais aussi le soin. Ça a été vraiment effrayant parce que ce numéro est sorti en mars 2020. J'étais vraiment un peu affolée lorsque j'écrivais l'éditorial. Les questions du climat, des dispositifs naturelle, passive, pour régler le climat. Je crois que c'est une question sur laquelle le mouvement moderne a apporté beaucoup de solutions en Afrique, à la Méditerranée, toutes les régions tropiques, au Brésil. Et il fallait les reprendre vraiment avec... et le plus récent sur l'habitat. Et en fait, le logement, c'est un thème qui nous a pris pour 3 numéros du journal. Et je suis absolument d'accord avec Nathaline lorsqu'elle a dit qu'on doit parler de habitat et pas de logement. Merci pour votre patience. J'espère le faire bien. Laurent, c'est bon ?